Pourquoi est-ce que je suis banni de Corée du Nord? Combien le voyage m'a coûté là-bas? Quel est le moment où j'ai eu le plus peur? Ou encore, est-ce que je suis interdit de voyager aux États-Unis? Après ma trilogie sur mon voyage en Corée du Nord, je vous ai demandé si vous aviez des questions et on va pas se mentir, vous vous êtes lâchés, j'en ai reçu plein. Je les ai toutes réunies et je vais y répondre dans cette vidéo. C'est un format un peu spécial pour moi parce que j'ai tendance à tout écrire. Là, je vais un peu plus improviser, un peu plus chill, plus posé, sans langue de bois et je vais prendre le temps de tout vous expliquer. Alors, première question, au final, est-ce qu'il y a de fausses vitrines de magasins? Alors, tu fais référence à une scène de film The Interview qui m'a donné envie de venir, j'en parlais dans le premier épisode, où en effet il y a une scène où c'est d'abord je crois en pleine journée, où il passe en plein jour à côté d'un supermarché, et je dis ok c'est un supermarché cool, il y a des Nord-Coréens qui rentrent dedans, qui en sortent, et un peu plus tard dans le film, quand il revient dedans et qu'il ouvre la porte, il se rend compte que ce sont des photos, que ce sont des faux fruits, etc. Et du coup comme moi c'est un des trucs qui m'a fait tiquer quand j'ai regardé le film et qui m'a donné envie de voir ce qui se passait vraiment là-bas, forcément je me suis posé la question. Alors non, il n'y a pas de fausses vitrines, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de figurants, tout n'est pas orchestré à ce niveau-là, en tout cas selon moi, et je pense que voir des figurants ou voir des acteurs, j'ai l'habitude. Donc non, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tout le temps le même trajet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont parlé aussi de la vidéo du Roi des Rats, qui est aussi parti en Corée du Nord, je crois en 2019, vidéo aussi intéressante, et qui a fait aussi le même trajet. Et en fait, un truc qui était marrant, c'est qu'on nous disait souvent au moment de déjeuner, que ce soit au déjeuner ou au dîner, on nous disait, vous allez voir, on va aller dans un restaurant typique que personne connaît, etc. Et en fait, tu croisais toujours les mêmes autres touristes que tu avais vus dans l'avion quelques jours avant, parce qu'on devait être dans le pays à cette époque, 20-30, sur cette période de 4 jours. Si toi, tu fais le musée le matin, eux vont faire le musée l'après-midi, mais en gros, c'est vraiment un parcours qui est ultra quadrillé, et je pense qu'ils se débrouillent pour qu'on arrive pile poil au bon moment devant une école avec, par exemple, des enfants qui sortent, mais ce sont pas des acteurs, c'est juste que c'est le bon timing, ils vont se débrouiller pour que la voiture passe au moment où ça sort. En fait, ils vont se débrouiller pour avoir un chemin et un programme le plus vivant possible, et évidemment, il y a certains endroits où on va pas passer. Par exemple, je sais que quand on est allé à la frontière avec la Corée du Sud, on s'est pas arrêté dans certains villages parce que pour le coup, c'est là où il y a la pauvreté de Corée du Nord, c'est là où il y a la famine. Je pense pas qu'il y ait des comédiens ou des figurants ou que ce soit des décors. Je pense que tout est réel, mais qu'ils nous montrent un peu ce qu'ils veulent nous montrer. T'es parti en 2015 et tu sors tout ça maintenant. Pourquoi ? Alors, il y a eu pas mal de gens qui pensaient théorie complotiste en mode je ne pouvais pas parler jusque-là. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. En 2015, j'avais pas de chaîne YouTube, donc je pouvais pas raconter sur YouTube mon voyage improbable. Et surtout, j'étais pas parti dans l'optique de faire une vidéo. J'étais parti pour voir un truc un peu fou, et j'ai pris des photos, j'ai pris des notes, j'ai pris des vidéos, mais c'était pas du tout dans le but d'en faire une vidéo, c'était plus pour moi, pour le partager avec ma famille et avec les copains. Parce qu'à l'époque, en 2015, je réalisais beaucoup pour d'autres personnes, pour d'autres youtubeurs, notamment avec le Studio Bagel évidemment, mais j'avais pas ma chaîne à moi. Et depuis 2 ans, j'ai donc lancé la chaîne YouTube avec des tutos notamment, des making-of, des coulisses de tournage, des anecdotes de cinéma, et plus récemment, je commence à raconter mes voyages. J'ai commencé avec le Kilimanjaro, j'ai aussi raconté les coulisses de la série amateur que j'avais fait en Thaïlande, et du coup là, je me suis dit, il y a des gens qui me suivent, le voyage en Corée du Nord mériterait d'avoir quand même quelques vidéos sur YouTube, et c'est pour ça que je m'y suis mis aussi tard. Question suivante, avais-tu une peur constante dans le pays, par exemple de faire quelque chose qu'il ne fallait pas? Alors moi j'ai pas eu spécialement peur, je pense qu'il y avait une part d'inconscience aussi. Moi ce que je me disais c'est le seul risque, c'est si je prends une mauvaise photo, si j'ai une mauvaise attitude ou autre, on allait me dire de soit d'effacer la photo, soit d'arrêter, et au pire des cas on allait me mettre dans un avion le lendemain ou l'après-midi pour rentrer à Pékin. C'est tout ce que je me disais, mais j'avoue que si je m'étais un peu plus renseigné comme je l'ai fait quand j'ai fait notamment la première vidéo, notamment sur l'histoire de l'américain qui s'est fait arrêter et torturé, je me serais peut-être posé un peu plus la question avant d'y aller. En fait, il y a un truc qui est bizarre aussi, c'est que sur place, on a tellement pas l'impression que c'est réel parce qu'on peut rien faire tout seul. On a les guides qui sont H24 avec nous, on se déplace avec eux, on peut rien faire tout seul et tout. Et en fait, c'est une fois que je suis rentré en Chine que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu et qu'avec le recul, je me suis rendu compte de ah ouais, c'était complètement fou. Mais sur le moment, il y a un truc un peu bizarre où tu suis comme si t'étais dans un musée avec un guide qui te montre différents tableaux et tu te poses pas trop de questions, tu relativises pas trop et du coup, t'as pas trop le temps d'avoir peur, je pense. Combien ça coûte une visite en Corée du Nord? Alors moi, de souvenir, on est parti à 4, donc je suis parti avec 3 potes et ça nous avait coûté $1250 par personne. Mais au début, on devait être juste 3 et ça nous coûtait $1400. Alors là, je parle de la partie uniquement du tour opérateur et de la partie en Corée du Nord. Parce qu'en fait, comme j'explique dans le premier épisode, avant d'aller en Corée du Nord, il faut passer par la Chine et notamment par Pékin. Donc je ne compte pas le vol Paris-Pékin et ni la nuit à Pékin avant et la nuit à Pékin après. Le vol, ça devait coûter peut-être entre 800 et 900 euros à l'époque. Donc au total, t'en avais pour 2000-2500 euros, je dirais. Et en parlant d'avion, je vais vous parler d'une technique pour avoir vos billets moins chers en passant par le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Un VPN, en gros, c'est un service qui permet de protéger vos données en ligne en masquant votre adresse IP et donc votre localisation. Et vu le sujet de cette vidéo, c'est important d'en parler. Ça va vous permettre par exemple de jouer à des jeux bloqués dans votre région ou regarder une série ou un film uniquement dispo dans un autre pays sur 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon, Disney, etc. Mais surtout, ça va vous permettre de faire des grosses économies sur vos billets d'avion, je vous explique pourquoi. Faut savoir que les compagnies aériennes adaptent souvent leur prix en fonction de votre localisation.
l'inflation. Plus vous êtes dans un pays riche et plus le prix du billet peut être élevé. Du coup, avec Cyberghost, vous pouvez faire croire au site que vous êtes dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible pour réduire le prix du billet d'avion. Par exemple, en sélectionnant des pays comme l'Inde ou la Malaisie, vous pouvez économiser quelques dizaines, voire centaines d'euros par billet. En fonction de chaque pays, le prix peut varier. Donc pour maximiser ses chances de trouver le billet le moins cher, faut avoir un VPN avec le maximum de serveurs et de pays disponibles. Et ça tombe bien puisque Cyberghost a plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays différents. Le logiciel, il est super facile d'utilisation et avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps. Donc vous pouvez partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis. Et en utilisant le lien que je vous mets en description, vous aurez 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et un support en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une technique que j'utilise moi-même, donc je suis trop content de les avoir comme partenaires. Ok, maintenant on revient aux questions. Vous étiez beaucoup dans l'avion car on voit un gros Boeing, mais je me demande bien qui pourrait partir. Alors l'avion était plein, mais pas forcément de touristes. Je pense qu'il y avait une vingtaine, trentaine de touristes. Il y avait beaucoup de militaires, beaucoup de gens qui semblaient faire partie du régime et beaucoup de Russes ou de Chinois qui partaient faire du business. Parce que c'est un truc qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup de Russes et de Chinois qui vont faire du business avec la Corée du Nord puisqu'ils sont voisins. Pas d'internet dans l'hôtel, pas de wifi. Alors, il y a des ordinateurs avec internet dans l'hôtel, mais c'est pas un internet incroyable. Je crois que genre il y a Google, YouTube, tout est bloqué. La vitesse est pas folle et surtout tout est fliqué. Tu peux passer des coups de fil parce que quand t'arrives, tu n'as plus de réseau. Le seul endroit où on a eu du réseau, c'est quand on était à la frontière avec la Corée du Sud. Mais sinon, globalement, tu peux garder ton téléphone évidemment pour prendre des photos dans certains endroits, pas partout. Mais tu n'as pas de réseau. Et le seul endroit où tu peux appeler la famille, c'est à l'hôtel. Et tu dois payer, tu as un endroit, tu prends un téléphone fixe et tu appelles. Évidemment, avant de partir, je me suis beaucoup renseigné. Et sur les forums, ils disaient évidemment que tout était fliqué, que tout était écouté. Alors concernant le Wi-Fi, il n'y avait pas de Wi-Fi à mon époque, en 2015. Et j'avoue que moi, je suis pas parti avec mon MacBook. En fait, comme j'avais mon petit frère qui faisait ses études à Pékin, j'en ai profité, et d'ailleurs mes potes aussi, pour qu'on lui laisse tous nos MacBooks, nos portables, etc. On a juste gardé nos téléphones avec nous, parce qu'en fait, il y avait un risque, pareil, c'est ce que j'avais lu sur les forums, que quand tu laisses ton MacBook dans ta chambre d'hôtel, pendant que tu fais les visites en journée, il peut y avoir des agents du régime qui venaient, qui mettaient une petite puce sur ton Mac et qui derrière, une fois que tu es rentré en France, pouvaient tout fliquer à distance. Bon, évidemment, ça peut être des théories complotistes, mais avec la Corée du Nord, on sait jamais, donc je n'ai pas pris de risque, et du coup, je suis parti juste avec mon téléphone. Pourquoi 3 épisodes et non 1 ? Alors la réflexion elle est très simple, c'est que je voulais pas faire une seule vidéo de 50 minutes, 1 heure parce que je me suis dit je suis pas un assez gros youtubeur pour que les gens aient envie de cliquer sur une vignette avec marqué 50 minutes ou 1 heure. Je me suis dit les gens vont avoir peur, ils vont se dire on connaît pas ce couillon, on va pas avoir envie de regarder, ça va être beaucoup trop long. À la base je me disais je vais faire 2 épisodes. Le premier épisode devait s'arrêter au moment où j'arrive à la frontière avec la Corée du Sud et du coup le deuxième épisode devait être à la frontière et autour de la guerre en Corée avec la visite du musée. Et en montant la première vidéo et notamment en racontant pourquoi j'avais eu envie de partir en Corée du Nord et en parlant du film The Interview et de toutes les conditions pour avoir le visa, je me suis rendu compte que en fait j'avais envie de raconter beaucoup de choses et de mettre beaucoup de détails et que si je voulais être sous les 15-20 minutes j'allais devoir bâcler, j'allais devoir enlever des informations qui étaient quand même essentielles pour moi et c'est là que je me suis dit finalement je vais pas faire 2 vidéos, je vais en faire 3, comme ça je vais prendre le temps pour chaque partie de bien développer, de bien expliquer et de pas bâcler. Mais comme j'ai vu que ça marche plutôt bien, je commence à faire des vidéos de plus en plus longues. Là j'ai sorti une vidéo sur la Sibérie qui fait je crois 28 minutes, donc il est pas dit qu'à l'avenir je fasse pas plus de vidéos longues sans forcément les découper. Maintenant que je commence à avoir des gens qui me suivent et qui connaissent mon travail et qui seront pas inquiets s'ils voient des 40 minutes ou 50 minutes, ça risque d'arriver assez vite. Peux-tu parler aux habitants ? Alors, je pense qu'on peut parler aux habitants. En tout cas, j'ai lu et j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont parties en Corée du Nord qui ont pu parler avec des habitants. Moi, je ne l'ai pas fait, déjà parce que j'osais pas et aussi parce que très peu de personnes parlent anglais. En fait, il y avait que nos guides qui parlaient anglais et comme on est tout le temps avec eux, les gens n'osent pas trop nous approcher. Et surtout aussi, on peut pas se permettre de partir comme ça tout seul de l'hôtel. En fait, on nous récupère à 8h du matin, on nous dépose à 20h le soir. Mais on est tout le temps avec les guides et une fois qu'on est à l'hôtel, on n'a pas le droit de sortir. Et après, honnêtement, tu prends pas trop de risques de sortir parce que t'as pas de réseau, ils gardent ton passeport, personne parle anglais et t'es en Corée du Nord donc t'as pas envie de t'aventurer comme ça. Donc non, moi j'ai pas parlé à des habitants. Il y a un petit truc moi qui m'a un peu choqué ou qui m'a marqué en tout cas. Quand on est allé au parc d'attractions, à un moment donné on se faufilait dans la foule parce qu'il y avait pas mal de monde mine de rien dans ce parc d'attractions. Alors il y avait beaucoup de gens, notamment des mamans qui nous montraient du doigt et qui parlaient à leurs enfants, donc c'était un peu bizarre, on avait l'impression d'être au zoo et qu'on nous montrait du doigt, c'était un peu chelou. Mais un truc qui m'a marqué c'est qu'à un moment donné, donc en traversant une foule, il y a une mère de famille qui se retourne et qui me regarde dans les yeux et qui crie. Et je pense qu'ils sont pas habitués à voir des touristes ou en tout cas des occidentaux et c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction. Quand on marche dans la rue, dans le parc d'attractions ou un peu partout, les habitants ont tendance à nous dévisager, à nous montrer du doigt et à se poser des questions. Il a survécu le soldat qui a traversé la frontière. Alors il y a plein de soldats qui le tentent chaque année, mais là ça avait fait du bruit parce que la vidéo a été filmée, le gars était arrivé en 4x4, s'était garé juste devant la frontière et était parti en courant. Et en fait les Nord-Coréens, les militaires nord-coréens, ils ont pour ordre de tirer à vue quiconque essaye de quitter la frontière. Et du coup il y a eu 3-4 militaires nord-coréens qui se sont mis à lui tirer
dessus. Il a été touché, il s'est caché derrière un petit muret et dans la nuit, des militaires sud-coréens ont réussi à le choper et à le sauver. Et du coup, oui, il a survécu et il raconte un peu sa vie maintenant en Corée du Sud et il raconte comment il a réussi à survivre. Est-ce que tu as pu ramener des objets de Corée du Nord? Alors ouais, j'ai pu acheter. J'ai acheté ceci qui est la tour du Juche dans une boutique de souvenirs. C'est vraiment le symbole à Pyongyang et c'est ce qu'on voit depuis l'hôtel, donc je voulais le garder. C'est un petit, c'est vraiment gadget, c'est en plastique. Et j'ai ceci qui a été offert par mes guides juste avant le départ, vraiment avant de prendre l'avion. Ils étaient vraiment adorables pour en parler parce qu'ils sont trop gentils, ils parlent un anglais incroyable, ils sont même pas sortis du pays, ils parlent anglais trop bien. Je me souviens du moment où ils me l'ont offert, ça a failli être gênant. Quand tu pars et que tes guides te saluent, t'as tendance à leur dire, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé au Pérou, en Jordanie ou autre, à dire si tu viens en France, si tu viens à Paris, envoyez-moi un message, on essaye de se voir et je serai votre guide. Et quand ils m'ont offert ça super gentiment avec leur grand sourire, j'ai eu envie de leur dire la même chose et je me suis complètement arrêté dans mon élan parce que évidemment c'est pas possible malheureusement et ça m'a rendu vraiment triste de me dire que je reverrai sans doute jamais ces personnes qui ont été trop bien pendant ces 4 jours de voyage. Mais voilà, je garde ce petit souvenir qu'ils m'ont donné. Et j'ai aussi acheté une affiche de propagande que je trouvais incroyable, alors que j'ai pas ici mais que je vais vous montrer en photo, que j'affiche pas chez moi parce que c'est un peu bizarre, on va pas se mentir, mais qui est incroyable et il y a beaucoup d'affiches de propagande, en fait j'en ai vu beaucoup dans la rue qui sont peintes comme ça à la main et il y avait une boutique qui vendait ceci mais qui vendait aussi des affiches de propagande peintes à la main et je l'ai ramené en souvenir. Alors question suivante, oserais-tu repartir là-bas pour refaire d'autres épisodes? Alors non, je vais pas oser parce qu'en fait je suis banni du pays tout simplement parce que j'ai pas respecté le contrat de base que j'ai montré d'ailleurs dans l'épisode 1 qui était de si je fais des photos ou des vidéos, je les garde pour moi. Alors à la base c'est ce qui était prévu, j'avais pas du tout prévu quand je suis parti en 2015 de faire une vidéo sur YouTube puisque j'avais pas de chaîne, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Je voulais juste prendre des photos et des vidéos pour moi pour les montrer à mes proches, mais en fait le truc qui était tellement dingue à vivre qu'au bout du premier jour, même dès le premier soir, j'ai commencé à prendre des notes et à faire des photos et à me dire ça faudra que je le raconte sur Instagram à l'époque et maintenant sur YouTube. Mais du coup forcément j'ai mis publiquement des photos et des vidéos et j'ai raconté beaucoup de choses qu'ils ne voulaient pas qu'on raconte. Donc je suis totalement banni du pays. Je sais que c'est le cas d'autres journalistes qui sont allés sur place, qui ont fait des documentaires et forcément derrière on reçoit un message par mail du tour opérateur qui nous dit qu'ils sont très déçus et qu'ils ne veulent plus nous revoir et qu'on n'est plus les bienvenus dans le pays. Donc non, je ne peux pas y retourner, je suis banni du pays complètement. Et même s'ils m'invitaient, je pense pas que je prendrais le risque d'y aller vu tout ce que j'ai raconté. Est-ce que tu as reçu des menaces suite à la diffusion de la vidéo? Tu as peur de possibles représailles? Alors, honnêtement, non, j'ai pas reçu de menaces de la part de la Corée du Nord. Évidemment, j'ai reçu sur Twitter des gens qui étaient pro-communisme, pro-nord-coréen, qui m'ont envoyé des messages un peu improbables, des fausses menaces de mort, des trucs un peu nuls. Mais de la part du régime officiel, rien du tout. Je pense, honnêtement, que ce genre de vidéo, malheureusement, ça les dérange pas tant que ça. Ce que je dis dans la vidéo en soi c'est pas forcément un scoop, j'en parle avec mon ressenti et j'essaie d'être assez neutre, mais en soi si vous regardez des documentaires ou des vidéos sur YouTube sur le sujet ou sur la Corée du Nord, on dit à peu près tous la même chose. Donc je pense que ça va pas les embêter ou les choquer qu'il y ait une vidéo en plus. Je pense même que malheureusement il y a des gens qui regardent la vidéo, je sais que j'ai reçu des messages de gens que ça donne envie d'aller sur place et donc que le régime nord-coréen se dit de toute façon ça nous fait un peu de la pub, qu'elle soit mauvaise ou bonne, ça nous fait de la pub, ça nous fera des gens qui vont venir et forcément il y a une certaine économie de tourisme. En tout cas moi j'ai pas reçu de menaces de la part des Nord-Coréens. Le seul truc qu'on m'a dit, qu'on m'a conseillé, quand je suis rentré en Chine, j'ai commencé à raconter un peu ce voyage improbable et on m'a dit attends Coco, attends d'être rentré en France parce que la Chine c'est quand même un voisin assez puissant et assez allié de la Corée du Nord. Attends d'être rentré en France pour commencer à raconter ton voyage en Corée du Nord parce qu'en Chine c'est pas le meilleur endroit. Donc j'ai attendu une journée le temps de prendre l'avion. Mais voilà, c'est le seul truc qu'on m'a conseillé. Es-tu vraiment parti en Corée du Nord? Alors ouais. Question un peu bizarre. Il y a pu y avoir 2-3 personnes qui ont pensé ça parce il n'y a pas beaucoup de photos, on me voit là-bas. C'est pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai pas pris tant de photos que ça. J'avais pas le réflexe de prendre plein de photos. Ou alors il y avait des endroits où je pouvais pas prendre des photos. Et 2, j'ai pas le réflexe de me prendre en photo. Je fais pas de selfie. Et surtout, j'ai tendance à prendre en photo ce que je vois et pas me mettre en scène. Mais oui, je suis bien parti en Corée du Nord. Même si le dire comme ça, c'est encore plus suspect, mais oui. Pourquoi on ne voit pas tes potes? Alors, je suis parti effectivement avec 3 autres potes. Juste pour respecter leur discrétion, parce qu'en fait quand on part en Corée du Nord, forcément on peut avoir une étiquette là-dessus, et comme eux ne sont pas du tout du YouTube game, ils ont chacun des métiers différents, je voulais pas les mettre dans la sauce par rapport à leur employeur ou autre. Il y a ce sujet aussi par exemple mais je crois que je vais y répondre un peu plus tard sur est-ce qu'on peut partir aux États-Unis après avoir fait la Corée du Nord, etc. Contrairement aux autres vidéos que j'ai pu faire comme le Kilimandjaro l'année dernière ou plus récemment la Sibérie, où là je montre les copains, j'avoue que pour la Corée du Nord j'ai préféré les protéger et ne pas les montrer. Est-ce que tu es interdit de voyage aux États-Unis? Alors non. Je suis retourné, en fait, je suis parti donc en Corée du Nord en 2015 et j'ai dû retourner aux États-Unis peut-être 3-4 fois depuis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part, j'en parle aussi dans l'épisode 1, il nous donne le visa, il tient sur un petit papier bleu, un petit livret bleu que tu mets dans ton passeport. Mais du coup, il n'y a pas de tampon sur le passeport. Donc à aucun moment, quand tu arrives aux États-Unis ou dans un autre pays, le pays peut voir que tu es allé en Corée du Nord. Donc non, aucun problème, en tout cas pour moi. Et vu ce que je raconte sur la Corée du Nord dans mes vidéos, je pense pas avoir des ennemis aux États-Unis, je pense pas qu'ils vont m'empêcher d'y retourner. Alors, tu t'es plus senti en danger lors de ce voyage en Corée du Nord ou en Sibérie?
Effectivement, je suis parti en Sibérie, j'ai fait une vidéo récemment dessus, c'est pour ça que cette question vient. Et bizarrement, je me suis plus senti en danger en Sibérie qu'en Corée du Nord. En fait, en Corée du Nord, tu es tout le temps encadré, t'as tout le temps tes guides. Si tu suis les règles, ça va. Et je me disais, au pire des cas, j'en parlais un peu plus tôt, au pire des cas, si je fais une connerie, on me met dans le premier avion et on me dégage du pays. En Sibérie, c'était assez différent, donc je suis parti en 2019. Et l'idée, alors ça concerne pas tout le voyage en Sibérie. En fait, c'était un voyage de 2 semaines où je suis parti avec des potes de Moscou et l'idée, c'était de prendre le transsibérien et d'aller au bord du lac Baïkal pour fêter le Nouvel An. Et 90% du voyage, franchement, c'était tranquille. Les Russes étaient un peu froids au début, mais assez cool et assez chaleureux une fois qu'on discute avec eux. Mais effectivement, le dernier soir, qui était à Ulan-Ude, qui est une ville en Sibérie qui est proche de la Mongolie. Et le dernier soir, là, j'ai eu un peu peur parce qu'on s'est retrouvé dans une soirée où on a eu beaucoup de Russes qui voulaient nous égratigner, quoi, avec des bouteilles cassées qui voulaient vraiment notre peau. Et vu que c'est un pays où, en tout cas en Sibérie, peu de personnes parlent anglais, que tout est écrit en cyrillique et qu'on était un peu perdu, là, je me suis senti en danger. Un sentiment que j'ai jamais ressenti quand j'étais en Corée du Nord. Voilà. Après, encore une fois, si t'arrive un souci, personne, ton pays ne pourra rien faire, alors que si t'arrive quelque chose en Russie, la France pourra toujours négocier. Il y a une ambassade française en Russie, évidemment, ce qui n'est pas le cas en Corée du Nord. Mais j'ai effectivement eu un peu plus peur quand j'étais en Sibérie que quand j'étais en Corée du Nord. Et je vous mets le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse. Voilà, j'ai terminé toutes les questions. Je prépare plein d'autres vidéos sur des voyages improbables, notamment comment j'ai traqué et j'ai fait arrêter un prédateur sexuel quand j'étais en tournage à Los Angeles avec le studio Bagel. C'est tout un documentaire qui va sortir bientôt et j'ai pu interviewer notamment une policière de la brigade des mineurs, un avocat, une psychologue et un journaliste, donc c'est un très gros truc. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Et évidemment, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien en description, vous aurez 83% de réduction, soit 2,03€ par mois et 4 mois offerts, et une garantie 45 jours, satisfait ou remboursé.